Le but ultime de l'humain est de s'épanouir. On considère que le patient est changeant, mais qu'il est capable de mettre en œuvre des moyens pour atteindre ses objectifs. L'idée de pleine conscience est également importante, puisqu'il faut pour cela être conscient de ce qui se passe en soi et dans son environnement. L'accent est toujours mis sur le moment présent, sur l'ici et maintenant. La psychologie cognitive. Ce courant est apparu dans les années 50 et étudie le mental à partir des mécanismes comportementaux. Il se focalise sur le langage, la mémoire, l'attention ou la perception. Il s'agit plus largement de tous les processus à travers lesquels un stimuli sensoriel est utilisé. Cela concerne donc presque tous les phénomènes existants. L'approche cognitive suppose que l'on puisse déduire du comportement humain des structures et des représentations afin de le comprendre. Contrairement au comportementalisme, elle ne s'appuie pas sur l'introspection. On fait plutôt un parallèle entre le cerveau humain et le fonctionnement d'une machine, dont il s'agit de comprendre les rouages. On met aujourd'hui au centre des modèles cognitifs la notion de système d'information, empruntée à l'informatique. La cognition est pensée comme un système de manipulation de symboles, fait d'un grand réseau de neurones. Ce courant de pensée est intégré à certaines disciplines, comme la psychologie de l'éducation, la psychologie de la personnalité ou la psychopathologie. La psychologie évolutionniste. L'approche évolutionniste explique les mécanismes de la pensée humaine et de ses comportements à partir de notre évolution biologique. Le cerveau est comme le reste du corps, produit d'une évolution. Il s'est adapté à ce que nous avons vécu et aux contraintes de notre environnement. Cette approche remet donc en cause le modèle standard de la conception de l'esprit humain. Nos mécanismes deviennent le fait d'évolutions qui nous ont permis de résoudre des problèmes spécifiques. La psychologie devient ici une branche de la biologie. Guérir l'esprit par l'art. Ces différentes approches expliquent toutes différemment la cause des comportements de l'homme. L'art-thérapie ne se situe pas dans un courant psychologique particulier, même si les méthodes de la thérapie se rapprochent fortement de l'approche humaniste. Vous aviez peut-être déjà ces connaissances, mais il était nécessaire d'effectuer ce détour pour avoir en tête les notions principales en psychologie, car elles sont utilisées dans toute thérapie. L'art-thérapie favorise une vision positive et humaniste de l'homme, capable de dépasser les obstacles qu'il rencontre grâce à ses ressources intérieures, qui doivent parfois être débloquées. Et c'est l'art, en tant que médium, qui va jouer ce rôle face au blocage, même s'il ne reste qu'un intermédiaire. Commençons par un petit exercice simple que vous pourrez travailler avec un patient. Plus tard, vous verrez en quoi consiste le déroulement d'une séance, l'échauffement et le dialogue à mettre en place avant chaque exercice. En attendant, vous pouvez tester cet exercice sur vous-même. Dessinez un portrait de votre famille sans regarder l'exercice ci-dessous. Vous pourrez ainsi tenter d'interpréter votre propre dessin. Exercice pratique, le portrait de famille. 1. Demandez à votre patient de dessiner un portrait de sa famille. Sa création doit être libre. Ne lui soufflez pas d'idées et ne donnez pas d'opinion sur l'œuvre produite. L'objectif est de s'exprimer. 2. Laissez au patient du temps pour qu'il puisse finir son dessin. Cela peut prendre plusieurs séances. 3. Une fois l'œuvre produite, demandez à votre patient de vous présenter les membres de sa famille présents sur le dessin. 4. Posez des questions simples, le but étant que le patient comprenne aussi le sens de son œuvre. Qui est présent sur le dessin? Le patient? S'il n'y est pas, pourquoi? 5. Qui est placé à côté de qui? Cet élément a aussi son importance. Le placement peut être logique, mais aussi révéler des conflits au sein de la famille. 6. Posez enfin des questions plus précises sur chacun des membres. Pourquoi telle personne est plus mise en avant qu'une autre? Étude de cas. Marie, 30 ans, en est à sa 3e séance d'art-thérapie. Elle connaît un mal-être général, qu'on pourrait identifier à un début de dépression, mais ne sait pas mettre des mots dessus. C'est pour cela qu'elle vient vous voir.
Aujourd'hui, vous avez décidé de travailler sur ses liens familiaux et les relations qu'elle entretient avec ses proches. Elle dessine donc son portrait de famille. Vient le temps des questions. Qui sont les personnes présentes sur votre dessin? Mes parents, mon frère, mon conjoint, ma tante et mon oncle que j'aime beaucoup. Mais vous n'êtes pas présente sur ce dessin. Oh, je ne pensais pas que je devais m'inclure dans ce portrait de famille. Vous sentez-vous investi dans votre vie de famille? J'aime beaucoup ma famille, mais je leur apporte rien de particulier. Vous savez, c'est surtout eux qui me soutiennent. Surtout ces temps-ci. Je ne fais que me plaindre, ça doit être réellement un fardeau pour mon mari. Mais du coup, sur ce dessin, on voit un couple central, vos parents. Et votre mari, il est seul? C'est vrai. Et il est sûrement plus heureux sans moi. C'est que je me sens souvent bien inutile. J'ai l'impression de peser sur les épaules des autres. Cet exercice permet de voir une première mise en application de l'art-thérapie. Ainsi, la créativité et l'imagination mises en pratique peuvent aider un patient à se comprendre, puis à entamer un processus de guérison.